2015, ça va faire 70 ans que l'UNESCO existe. Elle a été créée en 1945, le 16 novembre, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Sa mission, promouvoir la paix de par le monde. Comment? Par l'éducation, la culture, les sciences, communication et information, et l'éducation. Alors, c'est les 5 grands programmes de l'UNESCO qui contribuent à promouvoir la paix. Et vous avez juste à regarder, hier, Pakistan, un massacre auprès d'enfants à l'école. Ça vous donne une idée que le travail de l'UNESCO ne sera jamais terminé. Comment on peut être aussi horrible pour faire des actes comme ça? Ça dépasse l'entendement. Il y a 61 millions d'enfants dans le monde qui ne vont pas à l'école. Il y a 75 millions d'enfants qui n'ont pas accès à des études secondaires. Chaque fois que vous avez une guerre, chaque fois que vous avez une révolution, chaque fois que vous avez des États islamiques, les enfants sont empêchés d'aller à l'école, les enfants sont pris pour cible. Alors la tâche de l'UNESCO, elle est saine, elle est bonne. Bien sûr, c'est un travail qu'on recommence au jour le jour, mais en même temps d'essayer maintenant d'arriver à cibler ce qu'on veut accomplir et de mesurer par des résultats qu'est-ce qu'on a fait. Et ça, c'est nouveau. Depuis 3 ans, là, on est rendu là. Maintenant, les pays acceptent de fonctionner par résultat et d'être capables de mesurer. Et quand vous êtes capable de mesurer, pas dans le sens de taper sur les doigts, mais d'être capable de mesurer que non, on n'a pas atteint le résultat. Alors pourquoi? Qu'est-ce qu'on doit corriger? Comment sur le terrain, on va redonner des sommes d'argent pour faire en sorte que les jeunes filles, les enfants puissent avoir accès à des classes, puissent pouvoir aller à l'école, que les enseignants soient qualifiés? Vous avez 750 millions d'adultes qui sont analphabètes. Il y a beaucoup à faire dans le monde, beaucoup, beaucoup. Bon, l'UNESCO, c'est vraiment une très grande organisation internationale. Elle connaît ses difficultés, comme toute organisation internationale connaît ses difficultés. La plus grande que traverse l'UNESCO, elle est au plan financier présentement, puisque suite à la reconnaissance de la Palestine à l'UNESCO comme État membre, en vertu des lois américaines, les États-Unis cessaient de contribuer financièrement à l'UNESCO, ce qui implique une coupure budgétaire d'environ 147 millions sur 2 ans. Le budget de l'UNESCO, c'est 653 millions sur 2 ans. Et en même temps, l'UNESCO doit continuer à marcher avec le budget de 653 millions, parce que bien sûr, c'est ce budget qui est réparti à travers les 195 États membres, qui, à l'autre bout, va faire un 507, parce que les États-Unis ne paieront pas, eux. Mais si on descendait sur le 507, on arriverait dans les faits à 400 millions, ou autour de ça. Alors, le drame serait encore plus grand. Alors, cette organisation internationale, elle est aux prises avec cette situation. Et elle est en train, présentement, de retravailler la gouvernance. Quand je parle de gouvernance de l'UNESCO, c'est difficile d'arriver au consensus. Le fameux mot consensus est devenu, à bien des égards, synonyme d'unanimité. Et c'est plus difficile d'obtenir ces décisions des États membres pour arriver à le résultat attendu, en raison du fait qu'on ne partage pas les mêmes valeurs. Et en même temps, il faut être capable de composer avec ça, de ne pas lancer la serviette, mais d'avoir cette patience de revenir et revenir et revenir sur le sujet pour ultimement en arriver à certaines décisions. Mais ça prend plus de temps que ce qu'on peut retrouver, admettons, en politique ou encore dans une ambassade bilatérale, parce que vous êtes 1 à 1. Mais tandis que là-bas, c'est 195 États membres. Pour moi, c'est une organisation qui, bien sûr, va devoir apporter certains changements, mais n'empêche que si elle n'existait pas, il faudrait la réinventer. C'est là que se font les grands débats de société. C'est là que les grands experts internationaux se rencontrent. C'est là que les scientifiques se rencontrent. C'est là que les philosophes se rencontrent. C'est là où ça se passe, cette acquisition de connaissances nouvelles qui enrichit votre esprit et qui vous permet de regarder les choses sous un autre angle et d'être capable d'avancer. Et je vais terminer par cette anecdote qui est pour moi chère et qui m'a marqué.
C'est à mon arrivée à l'UNESCO, c'était le premier conseil exécutif qui avait lieu au cours du mois de mars ou avril, et j'étais arrivé, rappelez-vous, le 19 janvier. Alors, à l'UNESCO, vous avez un conseil exécutif de 58 ambassadeurs. Et parmi ces 58 ambassadeurs, chacun a droit à 6 minutes de parole pour parler, bien sûr, des enjeux qui le concernent ou qui concernent son pays, devrais-je dire, et les orientations qu'ils veulent prendre. Alors, un des ambassadeurs à prendre la parole, c'est l'ambassadeur de l'Afghanistan, l'ambassadeur Fazeli, qui est fin de la soixantaine, un monsieur très droit, qui parle un français impeccable et qui parle avec beaucoup de lenteur dans ses propos. Alors, et chaque ambassadeur a droit à 6 minutes d'intervention. Lorsque 6 minutes prend fin, c'est une musique qui embarque, et la musique, elle est de plus en plus forte, au point que l'ambassadeur, vous ne l'entendez plus, alors il est obligé de s'arrêter, veut pas. Alors l'ambassadeur Fazeli commence à prendre la parole, et il était très intéressant. Et toujours est-il que le 6 minutes arrive, et lui, il n'a pas terminé son intervention. Alors il continue à parler, et la musique embarque, et elle est de plus en plus forte. Et l'ambassadeur continue, comme si rien n'était, très lentement, et il parle. Et là, tout le monde, on le fixe, on dit, il va arrêter, il n'a pas le choix. Et le monsieur continue, au point que c'est la musique qui arrête. Et il dit de façon très solennelle, « Vous me devez respect. Voilà 40 ans que mon pays connaît la guerre. J'ai le droit d'être écouté, j'ai le droit à être entendu. » Et il termine en disant, « Je vous rappelle que les peuples ne pleurent ni ne rient de la même manière pour les mêmes faits. » Il y a un silence dans la salle, et là, tout le monde, on se met à penser à la phrase. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Les peuples ne pleurent ni ne rient de la même manière pour les mêmes faits. Pour moi, ça a été, je vous dirais, la phrase la plus marquante de mon passage en 3 ans, puisque bien sûr, vous avez 195 ambassadeurs de pays différents qui ne partagent pas les mêmes valeurs. D'où sa façon de le dire. Il se passe un événement quelque part dans le monde, il y en a qui sont bien heureux, et il y en a d'autres qui pleurent. Personne ne l'interprète et ne le voit de la même façon ou de la même manière.